Bonsoir Marguerite Abouette, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui à Blaise Radio et nous vous remercions tout particulièrement d'avoir accepté parce que c'est notre toute première émission. Alors dans cette interview, nous nous plongerons sur votre vie, sur votre carrière mais aussi et surtout sur votre œuvre à succès Aya de Yopougon. Pour ne donner que quelques chiffres, Aya a été vendue à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et traduite dans pas moins de 15 langues. Oui. Pour réaliser une braise rétrospective de votre vie, il faut donc partir à Yopougon, quartier où vous avez passé une bonne partie de votre jeunesse avant d'arriver en France alors que vous n'aviez que 12 ans. Vous êtes très observatrice et très vite vous prenez l'habitude d'écrire par rapport à ce que vous avez pu voir ou entendre dans votre journée. Alors Madame Aboué, je pense que tous vos lecteurs se demandent d'où vient l'inspiration d'Aya de Yopougon. D'abord, merci pour cette invitation qui me fait bien plaisir. Et alors, d'où vient l'inspiration Aya de Yopougon? Alors, vous l'aurez sans doute remarqué, Aya, ce n'est pas moi. Je suis partie à l'âge de 12 ans de Yopougon, donc je n'ai pas pu vivre toutes ces aventures de ces grandes filles, mais je les ai un peu vécues par procuration. Parce que dans ce quartier de Yopougon où je suis née, j'ai vécu avec une grande famille, des cousines qui étaient à la maison, il y avait aussi des voisines, et elles avaient toutes des histoires comme ça, compliquées avec les petits copains, des problèmes avec les parents, et moi j'étais une petite curieuse, donc tout m'intéressait. Je rentrais un peu dans toutes ces maisons pour aller espionner ce que faisaient ces grandes filles. Et puis surtout, comme je suis Akissi, Aya, ce n'est pas moi, mais je suis réellement Akissi, je suis la petite sœur d'Aya. Et c'était par moi que transitaient les petits mots d'amour là, des voisins. Et à chaque fois qu'ils voulaient sortir avec une des cousines, ils faisaient un petit mot et puis ils me les donnaient. Et donc moi j'avais la mission de donner ces mots aux cousines à la maison. Mais je les lisais avant, sinon ça n'avait aucun intérêt. Je les lisais et après je leur faisais du chantage. Je leur disais, mais je sais que demain soir tu vas rencontrer Mamadou. Donc si tu me donnes pas pain saucisson ou des bonbons, je les dirai à papa. Donc forcément j'ai vécu dans ce quartier, c'est le noyau autour duquel je me suis construite. Et du coup mon imaginaire vient de toutes ces histoires qui ont imprégné mon enfance. Et c'était naturellement que j'ai voulu les faire connaître au grand public. Parce que quand je suis arrivée à Paris, je rentre donc en 6e et les nouveaux copains me posaient des questions assez bizarres sur l'Afrique. C'est est-ce qu'on avait des maisons? Est-ce qu'on a des voitures? Est-ce qu'on va à l'école? Je me suis dit, mais en fait, vous êtes nuls, hein, parce que nous, en Côte d'Ivoire, on sait un peu à peu près comment vivent les Français et pas vous. Donc j'ai commencé à leur raconter d'où je venais, mon enfance, toutes les bêtises que je faisais et donc toutes les petites Akissi. D'accord. Et comment s'est passé votre retour aux sources la première fois que vous êtes revenu à Yopougon après être parti en France? Alors ça c'est une belle question et en fait j'ai pleuré parce que quand je suis retournée à Abidjan, c'était 14 ans plus tard. Parce que j'ai pas pu y aller plus tôt parce que j'avais beaucoup de problèmes de papier, donc il fallait que je régularise ma situation avant de pouvoir voyager. Et quand je suis arrivée à Abidjan, j'ai ma cousine qui habite dans un quartier très chic, qui vient me chercher avec ma mère, et elle m'accompagne à Yopougon. Donc on roule, et puis à un moment, on arrive dans un quartier, mais avec plein de monde, je ne reconnaissais rien, tout avait changé. Et j'arrive dans un petit quartier, et puis je demande, et à un moment, elle s'arrête, ma cousine, et puis je demande, mais où est-ce que vous m'emmenez? Mais je suis où? Et ma mère qui me regarde, elle me dit, mais tu reconnais plus ton quartier? Et là, je commençais à pleurer. Parce qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Tout était... Parce qu'avant, Yopougon, c'était des dédales assez ouvertes et on pouvait entrer chez les uns les autres. Il n'y avait pas toutes ces clôtures. Et aujourd'hui, je sais pas, comme dans un peu tout, c'est un peu le visage de tous ces quartiers. Hein. Les gens se sont barricadés un peu tous. Ils ont construit des petites boutiques où chacun vend ce qu'il peut pour nourrir la famille. Et c'est beaucoup plus sombre. Et ce qui était drôle, c'est que ma cousine qui me dit, bon écoute, je te ramène à la Riviera. En même temps, je connaissais même ce que c'était la Riviera, puisque pour moi, il n'y avait que Yopougon dans ma vie. Et le plateau où on m'arrachait les dents une fois par mois. Et donc, je regarde ma mère, je regarde mon quartier, puis je lui dis non, je vais rester. J'ai 2 jours quand même pour m'en remettre. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir toutes les familles que j'avais laissées. C'était important parce que c'est moi qui revenais du pays. Au pays, j'étais l'enfant du quartier et je suis rentrée dans toutes les maisons et je me suis ressentie
comme avant. Et après, je commençais à traîner dehors. Donc, est-ce que votre arrivée en France à 12 ans a été vraiment difficile ou est-ce que vous êtes vite adapté à votre nouvelle vie en France ? Non, alors c'était difficile, mais en même temps, je n'étais pas seule, j'étais avec mon grand frère. On est arrivés sans nos parents et il y a un bouleversement énorme. Et en plus, on est resté 1 mois, le temps qu'ils fassent nos papiers pour pouvoir aller à l'école. Donc quand moi je suis rentrée à l'école, il y avait déjà 1 mois de cours et il fallait que je m'impose. Je me souviens quand j'arrive, la directrice m'accompagne dans ma nouvelle classe et puis j'ai tous les yeux là qui me regardent. Et là, je me suis dit, dans ma tête, vous allez m'aimer. J'étais une star à Yopougon. Eh bien, je vais être une star dans la cour des récrés. Et puis après, je commençais à raconter des histoires. Et je lui racontais même que je chassais les lions dans la forêt avec mon grand-père et tout. Ils étaient là, waouh. Et ils ont tout cru. Et puis, ils m'y croyaient. J'ai une morsure de serpent, une vraie. Je me suis fait mordre, parce que je raconte ici, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est des vraies histoires. Et j'ai une morsure de serpent et je lui ai montré ma morsure de serpent, mais en échange des sous. Donc j'avais beaucoup d'argent. Et en fait, je viens d'un quartier, Yopougon, où on n'avait pas peur de l'autre, on vivait tous ensemble. Donc il fallait déjà que je m'acclimate avec cette population. À Yopougon, il y a de toutes les communes, enfin toutes les ethnies. Il y a aussi tous les autres pays africains qui sont représentés à Yopougon. Donc quand tu as la chance de grandir et d'être élevé par toutes ces cultures, mais bien sûr que tu n'as pas peur même d'être en France. Non, parce que tu sais te défendre, parce que tu n'as pas peur de l'autre, tout simplement. Vous étiez très ouverte d'esprit. Oh oui, un peu trop même, à mon avis. Alors pour revenir à votre œuvre, comment vous avez vécu le succès de Aya de Yopougon ? Assez bizarrement, parce qu'au départ, quand on a sorti Aya, quand j'écrivais Aya, je me suis dit, je fais cette histoire sans... je me suis jamais dit, oh là là, mais j'espère que ça va marcher, j'espère que... Non, déjà, j'avais une chance de pouvoir être publié chez Gallimard, une grande maison d'édition. Et puis le livre sort, je le reçois et je suis assez fière parce que je me dis, waouh, j'ai fait quelque chose sur ce pays tant aimé, sur cette jeunesse heureuse. Et puis le livre a tout de suite le prix du premier album Angoulême et coup de cœur de toutes les FNAC en France. Et voilà-t-il pas que je suis invitée à New York, un peu partout dans le monde. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire ? Et c'est là où j'ai commencé à réaliser que peut-être on avait fait quelque chose de différent. Quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir en France et puis même en Europe. Et lorsque l'éditeur m'a dit, faut peut-être penser à faire le tome 2, là, j'ai commencé à être stressée. Parce que j'avais un challenge, un défi. Mais sinon, la première fois que le premier tome est sorti, j'étais assez sereine parce que je ne m'attendais pas, enfin en tout cas, je ne m'attendais à rien. Alors pourquoi vous avez choisi le format BD pour votre œuvre et pas un roman comme toutes les autres œuvres ? Alors ce format, c'est Clément Breury, le dessinateur, qui me l'a proposé. Et il voyait plutôt, puisqu'on avait commencé nous avec Akissi. Le premier projet, c'était avec Akissi. Donc raconter mes histoires d'enfants. Et Clément Breury m'a dit, écoute, moi je vois tes histoires, mais plutôt dessinées. Et est-ce que tu as des photos de toi petite ? Tu as des photos de ton quartier ? Donc je lui ai donné des photos. Avant, j'avais vraiment les tresses là comme ça. On m'appelait la Tour Eiffel à Paris. Et quelques jours après, il me montre les dessins. Et je trouve ça beaucoup plus percutant, plus drôle, plus ensoleillé. Et j'ai pensé à tous les amis, à Yopougon aussi à l'époque, il y avait aussi des enfants qui n'avaient pas cette chance d'aller à l'école. Et la bande dessinée, c'était le seul livre qu'ils pouvaient eux aussi comprendre, sans savoir lire. Et j'ai dit à Clément, mais en fait, oui, ça me plaît bien, une bande dessinée qui aime ça, même ceux qui ne savent pas lire pourront suivre les histoires. Alors, est-ce que vous avez déjà été ennuyé que ce soit votre histoire d'Aya qui revienne souvent alors que vous avez eu d'autres œuvres comme Akissi ou Le Commissaire Kwame ? Non, j'ai même eu Bienvenue. Et Bienvenue, c'est une série qui me ressemble beaucoup plus, même si elle est blonde. Bienvenue, c'est plutôt moi. Mais non, parce que je suis fière de cette histoire superbe avec Aya, qu'elle soit connue de partout et qu'elle soit une belle ambassadrice de la culture. Et je suis pas trop ennuyée. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est qu'on me
qu'on me compare trop à cette fille un peu trop sérieuse. Moi, je ne suis pas aussi sérieuse qu'Aya. Vous êtes plus comme Akissi. Alors, dans le tome 4, on voit l'arrivée en France d'Innocent. Oui. On voit notamment dans ce tome comment il est déstabilisé par rapport à la façon de vivre occidentale. C'est également dans ce tome que ce dernier découvre son homosexualité. Alors, pourquoi est-il important pour vous d'aborder sans trop de tabou ce type de sujet qui, justement, peuvent être assez tabous en Afrique ? Alors, c'est pas dans le tome 4, hein. Déjà dans le tome 2, 3, il y avait déjà, tu sais, au marché, là, il y avait des filles qui se déguisaient, qui mettaient des perruques. Ah oui. Donc, c'est pas en France qu'il a découvert son homosexualité. C'était bien avant. Il est parti de la Côte d'Ivoire parce que, justement, il pensait qu'il ne pouvait pas vivre parce qu'il était différent, enfin, parce qu'il aimait juste un garçon du même sexe que lui. Et donc, il part comme ça en France. En fait, quand je raconte des histoires, je ne me pose pas de questions. Je ne me dis pas, tiens, est-ce que ça va choquer les gens ? Est-ce que ça va plaire à tel type de personnes ? Non. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires qui me touchent, qui m'interpellent, qui me font sourire, qui m'énervent. Et donc, il y a énormément de thématiques que j'aborde dans mes histoires parce que je les trouve nécessaires. Et, tout simplement d'en parler. Mais j'ai pas... non, je pense pas à me restreindre. Mais en même temps, je suis pour la discussion. Je sais que ça peut froisser certaines personnes, quelques sujets comme ça, mais ce que j'aime bien, c'est susciter des débats. On est des êtres humains, si on nous a donné la parole, c'est pour qu'on puisse se parler. Donc, j'accepte que ça choque, mais aussi, le fait aussi d'en parler, je trouve que ça peut aussi dédramatiser tous ces grands thèmes qu'on nomme tabous. Voilà. Alors notre dernière question, je pense que c'est la question la plus attendue. Pourquoi tant de temps pour sortir le dernier tome ? Est-ce que c'était une décision personnelle, un manque d'inspiration ou vous avez juste des problèmes de logistique ? Non, je pense que... Pourquoi ? En fait, on a fait énormément de choses. Parce que pendant 10 ans, on a sorti un tome d'Aya tous les ans. Après, on a fait le film d'animation qui nous a mis quand même 3 ans avec 200 personnes. C'était énorme. Je pense qu'il y a un moment, il fallait qu'on arrête Aya parce qu'on vivait Aya, on mangeait Aya et moi j'ai fait le tour du monde avec Aya. Donc j'ai pas vraiment chômé. Il fallait que j'arrête pour pouvoir justement faire d'autres projets parce que j'avais des projets d'Akissi, du commissaire Kwame. J'ai fait des séries télé, j'ai fait des longs métrages. Donc il fallait que je fasse autre chose qu'Aya. J'avais besoin de m'éloigner un peu de cette héroïne. Et pour mieux revenir d'ailleurs, parce que 12 ans après, ce fameux tome 7... je pense qu'on a tous été contents de le revoir. De le revoir. Très bien. Alors merci infiniment d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. Je passe le micro à... Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous.